Bonsoir, bienvenue à tous sur ce live. On va rester encore une petite heure, une petite heure ensemble pour parler de l'actualité de la semaine. Bienvenue. Alors, avant de commencer, je vais résumer l'émission comme je le fais d'habitude pour ceux qui seraient peut-être nouveaux. Alors d'abord, on va avoir un résumé de l'actualité de la semaine par nos chroniqueurs. Ici, ils sont tous venus avec une info et ils vont vous la résumer. Ensuite, on aura un débat du jour qui va porter sur le danger des filtres sur les réseaux sociaux. Et enfin, un petit quiz d'actualité sur la semaine. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et j'en profite aussi au début de cette émission pour vous parler de la prochaine émission, donc la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous non pas à 18h, mais en fait toute la nuit, parce qu'on sera en live toute la nuit sur la chaîne Twitch, avec d'autres émissions, des émissions sport, des émissions culture, politique. Donc ça va être un moment très très sympa. Là je vous le tease un peu, mais suivez les réseaux sociaux et vous allez voir... on va vous expliquer tout dans les prochains jours. Bon allez, qui veut commencer sur l'actualité ? Bon, je peux commencer parce que c'est tout frais. Je te laisse commencer. C'est dans ma tête. Vas-y Maxime. C'était mon sujet d'aujourd'hui parce qu'on était en semaine de partiel pour nous les troisième années. Donc c'est l'actu qui porte sur sur Emmaüs qui lance une campagne contre Vinted et Le Bon Coin. Alors surtout ciblé sur Vinted. Donc ils ont fait des fausses annonces sur le site. Donc le célèbre slogan de Vinted, c'est si tu ne le portes pas, vends-le. Et là, ils ont fait un slogan, si tu ne le portes pas, donne-le, puisque Emmaüs souffre de manque de dons de vêtements. Puisqu'en fait, avec l'explosion de ces plateformes, Le Bon Coin, Vinted, Vite Shopping aussi, les gens vendent de plus en plus sur ces plateformes-là et ne donnent plus du tout à Emmaüs, aux associations, et qui ont un vrai manque du coup de dons, mais aussi de qualité. C'est-à-dire que les gens vendent les beaux vêtements, ils vont les vendre à 10-20 euros sur Vinted. Usés, qui peuvent pas se et vendre, les trucs un peu usés, ils vont les donner aux associations pour s'en débarrasser, mais après, les associations n'arrivent pas à les revendre derrière. Donc ils ont lancé cette campagne de pub, on va dire, pour sensibiliser aux dons. Alors juste, est-ce que vous saviez de quel pays vient Vinted ? Parce que je l'ai appris ce matin. Donc, je crois que c'est un pays balte. Ouais. C'est lituanien. Je l'ai appris aujourd'hui. Donc, non, mais pas. Aucune idée. Je l'aurais pas trouvé. Ouais. Et donc voilà. Et en gros, c'est un peu ce qu'il disait. C'est un peu David contre Goliath parce que c'est Vinted. J'ai trouvé quelques chiffres. Il y a 23 millions d'utilisateurs en France. C'est énorme. Ouais. Le Bon Coin, c'est 29 millions d'utilisateurs mensuels. Là où Emmaüs aide à peu près 70 000 personnes en France. Donc c'est un peu plus compliqué. Et puis voilà, les jeunes aujourd'hui revendent beaucoup plus sur Vinted. Emmaüs, là tu parles d'Emmaüs, mais je sais qu'il y a énormément d'associations qui font des dons de vêtements. Ouais. Parce qu'après, il y a aussi les associations religieuses, etc., qui recueillent le secours catholique, tout ça, qui aide. Et j'avais ce chiffre aussi, parce que donc, comme je l'ai fait aujourd'hui sur le terrain, qu'il y a quelques années, en fait, les gens donnent à Emmaüs donc, des vêtements, mais aussi des bibelots, des meubles, des jouets pour les enfants. Il y avait à peu près 60% des objets qui sont revendus. En fait, eux, ils évaluent un peu la qualité, savoir s'il est vendable et tout ça. Il y a quelques années, c'était 60%, et aujourd'hui, on est à 40% d'objets vendus qui sont de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dégradation des dons. Ouais. Et on l'avait vu aussi pour faire un peu un hors-sujet avec ce qui s'est passé en Ukraine, et avec la guerre en Ukraine et avec plus récemment le séisme en Turquie, où les gens voulaient donner des objets, mais qui étaient parfois de très mauvaise qualité. Ou aussi, même parfois, on avait vu des aberrations où pour aider les gens sur le séisme en Turquie, les gens donnaient des t-shirts, des tongs, des claquettes, alors que les gens disaient, en fait, à ce moment-là, il fait froid dans le pays, puis les gens, ils ont plus de maison, ils veulent des couvertures, des pulls, ils veulent pas des tongs et des t-shirts, donc c'est un peu, les gens voulaient aider, mais sans trop savoir comment. Et il y avait un peu ce problème-là aussi. Voilà, c'est Emmaüs, c'est plus. Et j'avais vu ce contre-courant sur les réseaux sociaux qui disait oui, mais les gens déjà ils donnent, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'il faut quand même adapter. Justement sa donation en fonction de la géographie du lieu là. C'est ça. Turquie, sur les séismes. C'est très bien de donner, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué sur le moment. Ouais. Et non, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, donc on voyait l'étiquette qu'ils ont fait donc sur la pub de Vinted qui disait ce vêtement n'est pas à vendre puisque ce sont des fausses annonces. Ce vêtement n'est pas à vendre. Il est là pour sensibiliser à l'environnement, pour aussi inciter les gens à acheter de seconde main et arrêter, à faire un peu face à la fast fashion, puisqu'on sait que les jeunes consomment énormément sur ces sites-là, donc ça aide ça encourage façon, après c'est forcément un problème récent parce qu'avant l'existence de ces plateformes, elles ont explosé depuis quelques années. Ouais. Et puis avant c'était, je pense, beaucoup plus un réflexe. De toute façon, on allait soit en faisant des vides-greniers ou des brocantes,
c'était plus compliqué de vendre, faire de la seconde main en fait tout simplement. Donc il y avait les dons qui étaient plus faciles, je pense. Et surtout ce que voulait faire Emmaüs, c'était ne pas culpabiliser les gens qui vendent sur Vinted ou quoi, parce que ça reste quand même du seconde main. Ils veulent pas culpabiliser en disant vous nous donnez pas, arrêtez de vendre sur Vinted, parce que ça reste quand même bien sûr une bonne initiative, mais voilà, ils voulaient pas confronter les gens et faire un peu après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème aujourd'hui de pouvoir d'achat, et donc les gens préfèrent augmenter un petit peu leur pouvoir d'achat en revendant leur seconde main plutôt qu'en la donnant. C'est un peu ce qu'il disait avec la crise de l'inflation actuellement, revendre des t-shirts 5-10 euros, ça peut permettre d'arrondir des fins de mois, surtout pour les étudiants. Et là où plutôt que d'aller acheter un t-shirt à 40 euros de marque chez H&M, Zara, chez les grandes marques, ça aide un petit peu. Donc c'est un peu, mais j'ai l'impression quand même que ces plateformes, je sais pas si pour vous elles sont très utilisées, Vinted, enfin je pense que oui, mais j'arrive pas à me rendre compte à quel point c'est je pense ça quand même. Tu dis les chiffres, 23 millions de personnes, 23 millions d'utilisateurs, c'est énorme, donc c'est quand même assez fou. C'est pas que de la première main, souvent il y a beaucoup qui cherchent un peu du vintage. Et ils cherchent des trucs ciblés quoi. Tu vas sur Vinted, tu veux je sais pas, une robe jaune, tel truc, tu peux trouver ce que tu veux. Là où aller à Emmaüs ou dans les brocantes, tu vas plus chiner, fouiller. C'est ça. Et puis aussi sur Vinted, je sais qu'il y a beaucoup de marques qui sont vendues et on peut même directement sélectionner les marques qu'on veut. L'avantage avec Emmaüs, c'est que la marque n'est pas du tout importante, on peut donner un habit comme ça. Et c'est vrai que sur Vinted, mettre un habit qui n'est pas forcément de marque et qui est en plus de son compte main, je suis pas sûr qu'il va se vendre facilement. Et pour le coup, pour avoir fait du coup mon reportage aujourd'hui là, à Emmaüs, il y a des vêtements de marque, je regardais un peu les étiquettes, il y a des Galeries Lafayette, il y a du Zara, il y a du 1, 2, 3, j'ai perdu le nom, mais c'est des vestes à 70-80 euros, des trucs plutôt de qualité. Là, Emmaüs, les gens donnent quand même des vêtements de bonne qualité. Je pense que Emmaüs va plus rester dans l'air du temps que Vinted. Peut-être que la hype est peut-être un peu plus finie maintenant. C'est une valeur sûre, ça existe depuis longtemps. Ça fait 60 ans que ça existe. Ça. De toute façon, 60 ans autant Emmaüs, ouais. Il y aura toujours Vinted... Et Vinted, c'est 2008 de mémoire que ça a été créé. Après, c'est des films. Pour la solidarité, on est sûr et certain que si on veut vraiment être solidaire et faire une bonne action, on va aller se retourner vers Emmaüs. Donc ça restera. C'est pas forcément mis en danger. Mais là, puis il y a un peu le réflexe. Ce que tu disais, c'est la baisse de qualité des vêtements. C'est ça, c'est que derrière, ils peuvent pas revendre les vêtements à des personnes qui en ont besoin. Et tu sais ce qu'ils en font justement des vêtements qu'ils peuvent pas revendre Alors, soit ils les recyclent, ou ils les donnent à des entreprises qui peuvent les recycler, plutôt que de les jeter, parce que. Là, c'est vrai qu'après, c'est très important pour eux quand même. Parce que j'avais un chiffre, du coup, en France, il y a chaque année 470 000 tonnes de vêtements qui sont jetés. Qui sont jetés, donc qui sont pas recyclés ou quoi. Donc, alors que ça pourrait être donné, recyclé, revendu. Sur les 470 000 tonnes, c'est largement les industriels qui. Et il y a une part, c'est une part des industriels qui jettent. La part, elle est largement. L'industrie textile, elle est prise par les industriels, Donc voilà. Écoute, merci beaucoup Maxime pour cette information. Donc n'oubliez pas, si vous avez des vêtements, vous pouvez quand même les vendre sur Vinted, mais pensez à Emmaüs, pensez aux dons tout simplement. Qui veut faire son info ? Allez, je te laisse, vas-y. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des réquisitions, parce qu'en ce moment, comme vous devez le savoir, il y a beaucoup de manifestations, de grèves, notamment dans les raffineries, et en ce moment, les éboueurs à Paris. Donc, c'est un phénomène, les réquisitions, qui n'est pas nouveau. Dès 2010, il y en avait déjà lors des manques de carburant. Il y avait la moitié des stations-service qui étaient à sec. Et du coup, les manifestants avaient été repris pour travailler. Mais du coup, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est réellement une réquisition et comment ça fonctionne. Donc, une réquisition de personnel, c'est géré par l'État. C'est l'État qui applique cela et qui fait travailler un gréviste pour assurer un service minimum. Et donc, c'est utilisé notamment lorsque l'État estime qu'il y a une urgence ou que ça porte atteinte à la sécurité publique. Donc là, actuellement, ce serait par rapport à l'essence, au manque d'hygiène que le manque de ramassage des détritus entraîne à Paris. Et le problème avec cela, c'est que les grévistes n'ont pas le droit de... refuser, parce que ça peut entraîner 10 000 € d'amende et 6 mois de prison. Donc forcément, quand il y a la police qui arrive, qui vous dit que vous devez travailler et que si vous le refusez, vous avez ces conséquences-là, vous êtes obligé de le faire.
Et du coup, j'imagine que c'est que sur certains secteurs professionnels, parce que tu parlais de... Donc c'est l'État qui réquisitionne, et c'est vraiment pour assurer un service. Mais ça peut pas être sur tous les métiers, j'imagine. Ça peut être sur beaucoup de métiers, ça peut être sur le public ou le privé. Il y avait par exemple eu les médecins cet été en 2022, qui avaient été certains médecins libéraux qui avaient été réquisitionnés, car ils devaient assurer un service minimum par rapport, je pense, un peu lié à tout ce qui était crise sanitaire, avec toutes les maladies qui sont un peu revenues sur le devant de la scène, on peut dire. Mais donc c'est l'État qui va gérer ça selon la situation du pays. Et par rapport à la grève des éboueurs qui sévit actuellement sur Paris, l'État a voulu réquisitionner certains éboueurs, ce qu'Anne Hidalgo avait refusé, mais elle a dû finalement céder en donnant la liste de tous les employés. Et ce matin même, Darmanin a annoncé sur RTL que la réquisition fonctionnait, mais selon certains témoignages d'éboueurs grévistes, ils sont obligés d'aller travailler, mais le temps que le camion s'allume, qu'ils boivent leur café, ça peut prendre jusqu'à 3 heures. Disons qu'ils ne vont pas aller travailler forcément en appliquant leur service de d'habitude. Ils vont prendre bien leur temps. Ils vont un peu entraînant, ouais. C'est ça, c'est le jeu de la grève. Ils veulent se faire entendre, oui, c'est sûr. Et du coup, actuellement, il y aurait à peu près 10 000 tonnes qui traînent encore à Paris et qui doivent être ramassées. Et là, j'ai vu que ça pouvait causer un gros problème au niveau des rats. En ce moment, surtout à Paris. Surtout à Paris, ouais. Surtout à Paris, mais dans les grandes villes en général, parce que ça peut faire naître une population de rats qui va pondre, enfin qui va pondre, non, mais qui va créer des nids pour l'été en fait. Et même une fois que la grève des éboueurs sera passée, il y aura toujours ce problème du coup. Donc c'est pour ça que peut-être il y a eu ces réquisitions. Oui, c'est la cause, c'est la cause sanitaire qui a été employée évoquée, pour faire la réquisition. Et d'ailleurs, à Paris, c'est à peu près 2 rats pour 1 habitant, il me semble. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment très, très... J'avais vu l'interview d'un des ratiseurs, il disait sur ce genre d'image, même si les rats ils sont pas visibles, ils sont vraiment sous les détritus. Oui, ils sont sous les trucs, ils grondent, ça gronde de rats, donc il faut faire quelque chose et assez rapidement pour lutter contre ce phénomène qui... c'est vrai que dans le futur pourra causer des problèmes. Oui, parce que c'est pas juste c'est un rat, c'est pas esthétique, il y a vraiment un transport de maladies, problème aussi au niveau des animaux de compagnie, et donc c'est assez dangereux au niveau sanitaire. Après, et d'ailleurs, même pour les éboueurs eux-mêmes, c'est assez dangereux parce que selon la CGT, l'espérance de vie des éboueurs, c'est 12 à 17 ans de réduit par rapport à la moyenne normale. Ouais. C'est un des métiers qui est les plus exposés aux accidents du travail, à la mort au travail et tout. Ouais, j'avais vu ça. Actuellement, leur retraite, elle est fixée à 57 ans. Et le problème de la réforme des retraites, c'est qu'elle ferait travailler 2 ans de plus, donc 59 ans. Sauf qu'on et certains estiment que c'est pas possible. C'est ça, c'est qu'il y en a, ils seront déjà morts avant, malheureusement. À cause de leurs conditions. Mais c'est le jeu de la grève, de se faire entendre comme ils peuvent. Et ces réquisitions, elles ont été faites donc à Paris, et pour les autres villes, on a des informations, ou pour le moment, il n'y a pas encore de réquisition? Pour le moment, il n'y en a pas trop eu. Par le passé, il y en a déjà eu dans d'autres villes. Et en fait, ça dépend un peu du préfet, de l'État, ce qu'ils veulent là. C'est parce que aussi Paris, c'est un peu le symbole. Et puis c'est là où il y a aussi la plus grosse grève en ce moment. Exactement. C'était à Nantes, il me semble, qu'il y avait des grosses manifs. Et alors j'ai vu aussi, plus localement, il y avait Antibes-Valoris, mais ils ont enlevé la grève il y a 2 ou 3 jours pour dire aux éboueurs d'évacuer les déchets. Ils avaient été réquisitionnés. Nantes, Le Havre aussi. Le Havre, ouais. Il y a plusieurs villes. C'était tout pour ton info. C'était tout pour moi. Merci de nous avoir éclairé en tout cas sur les réquisitions. À voir dans les prochains jours si ces réquisitions fonctionnent et jusqu'à quand va durer la grève. Qui veut continuer? Non, infos. Je vais y aller. Ouais, je crois qu'Alexis. Allez, Alexis, on t'écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler des échouages de cétacés qu'il y a en France. Donc, de mi-décembre à fin janvier, sachez qu'il y a eu 400 échouages de cétacés. Alors, combien vous estimez là sur ces 4 derniers jours dans le golfe de Gascogne en France, la mort des cétacés qui ont été échoués? J'avais lu une vingtaine dans la semaine, non, en 4 jours qui se sont échoués sur les plages. Non. J'avais lu. C'est loin. Mais sur quelle période? Sur les 4 derniers jours là. Ah, les 4 derniers jours 200, de 200, ouais. Ok, d'accord. 200 petites cétacés qui ont été échoués. Donc le phénomène, il est en train d'exploser. Hein. Et donc selon le CNRS, il n'y a que 20% de ces cétacés qui sont échoués sur les plages. Parce que après le reste, ils vont aussi au fond de la mer. Ils vont justement au fond de la mer, puisque notamment les filets
donc les recouvre les cétacés et finit par les asphyxier. Et donc il ne reste plus qu'à couler au fond de la mer. Et donc notamment au Royaume-Uni, il y a 10% de ces populations marines qui meurent de faim aussi. D'accord. Et meurent de faim et d'hypothermie. Donc c'est quand même important. Et donc il y a le Sea Shepherd, donc qui est une ONG qui protège toutes les espèces marines, qui a manifesté donc cette semaine et ce mardi devant le Parlement européen de Strasbourg. D'accord. Pour justement éviter toute la pollution et l'écosystème qui est mis en danger. Et ils aimeraient aussi réduire le risque et la pêche notamment des chalutiers qui se rencontrent et qui font qui causent ces morts dans l'océan. Et non, mais du coup le forage, la pollution, entraînent ces blessures des cétacés. Normalement, ils sont censés les relâcher, parce que quand les pêcheurs pêchent et qu'ils pêchent par mégarde un dauphin, normalement, ils sont censés le relâcher. Et je sais, justement, pour avoir suivi un peu cette actu, qu'entre Sea Shepherd et certains pêcheurs, c'est un peu tendu et parfois c'est. Alors, j'avais vu aussi un autre témoignage d'un pêcheur qui disait, ils avaient suivi Sea Shepherd à côté d'un bateau où il disait, voilà, on surveille ce que vous pêchez. On regarde juste votre remontée de filet. Il y a des pêcheurs qui disaient ouais, pas de souci, on connaît vos actions. Donc il y a certains pêcheurs avec qui ça se passe bien, avec d'autres c'est un peu plus tendu. Mais ça fait plusieurs semaines qu'il y a plusieurs corps qui sont retrouvés. Et le problème c'est que tu disais ils sont censés les relâcher une fois qu'ils ont été pris dans les filets. Mais parfois ils ont été blessés. Voilà, ils sont blessés. Et il y avait même des écritures qui étaient faites sur des dauphins, donc c'est il y a des mutilations, Et puis du coup le gouvernement, face à ça, ils réagissent pas trop, ils veulent juste se documentaliser donc sur ça pour l'instant. Et ils prennent aucune mesure, puisque pour l'instant les seules mesures qu'ils prendraient peut-être, c'est mettre des caméras embarquées dans les bateaux, ou mettre des répulsifs sur des bateaux pour éviter cela. Mais... Les caméras, c'est peut-être une bonne solution si elles sont vraiment toutes traitées et regardées. Après, c'est vrai que ça rajoute un travail, mais... J'avais entendu parler de ça, de mettre une caméra. Il faudrait une vraie commission, parce que le problème, c'est que de traiter des heures et des heures de vidéos, c'est difficile. Alors, surveiller ceux qui pêchent, Est-ce que aller jusqu'au point d'interdire certaines pêches dans certains endroits où c'est pas... Après, ça, c'est des normes européennes, donc c'est le problème, c'est qu'il y a aussi des... C'est pour ça qu'ils manifestaient au Parlement européen. C'est justement parce que c'est les normes européennes qui fixent les réglementations de pêche. Donc, les quotas de pêche. Tout, ouais, mais même la France ne prend pas de décision. Donc au niveau européen, si la France déjà ne prend pas de décision, je vois compliqué que les décisions soient prises. Mais donc 200 cétacés en 4 jours. Ouais. C'est énorme. Je pensais pas que c'était autant. C'est déroutant. Tu disais dans le golfe de... C'est juste dans le golfe de Gascogne, sur toute la côte, sur les plages atlantiques. Ça, c'est ceux qui ont été échoués sur la plage. Il y en a encore plus. Mais ça représente que... c'est 20%, et donc au fond de la mer, apparemment, il y aurait une estimation entre 5 et 10 000 cétacés. C'est énorme. Mais il y a une véritable extinction des dauphins dans le golfe de Gascogne. C'est depuis quelques années, il y a un déclin de... Écoute, merci pour cette info pas trop joyeuse, mais c'est important d'en parler, évidemment. C'est important d'en parler et de nous tenir au courant de la situation. Et on termine avec toi, Mathias, pour notre dernière info de la semaine. On va parler Subway Surfing. Moi, c'était un super jeu. Un super jeu. Justement, mais tu vas voir que le jeu, il est passé un peu du côté obscur de la force. Donc, on connaît tous Subway Surfer, le jeu sur le téléphone, qui consiste à... on a un petit bonhomme et il faut fuir le gardien de prison qui nous poursuit à travers des rails et des trains. Mais ce phénomène, malheureusement, il touche en ce moment les États-Unis, mais pas du tout pour les bonnes raisons. En fait, ce sont des jeunes qui s'amusent à faire Subway Surfer littéralement dans la vraie vie, se mettre sur les wagons, sur les métros surtout. Donc c'est la ville. Déjà, normalement, le terme Subway Surfing, ça vient. Enfin, le jeu a été inspiré des pratiques qui existaient déjà avant, je crois. C'est vrai que ces pratiques, elles existaient, mais là, la ville de New York recense vraiment une explosion de ces pratiques. Donc ce sont des jeunes New-Yorkais qui se mettent sur les wagons du métro En Marche. Et donc bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Il y a eu plusieurs accidents, dont 2 mortels qui touchent 2 adolescents
Donc c'était il y a quelques semaines et en décembre que 2 adolescents, il y en a un qui s'est malheureusement qui a chuté carrément du wagon et qui s'est pris un pylône électrique en plein dans le crâne, et un autre qui a glissé entre 2 wagons et qui après s'est retrouvé écroulé sous les rails. Donc c'est un gros problème quand même pour la ville de J'ai une New York. question peut-être un peu bête, mais pourquoi maintenant? Pourquoi c'est... Eh bien en fait il y a un rapport avec l'utilisation des réseaux sociaux. Ça j'allais juste en venir. Donc cette pratique elle explose parce que maintenant avant, donc sûrement que ça existait avant la sortie du jeu. Maintenant le jeu c'est qu'on est obligé de se filmer et de le diffuser sur les réseaux sociaux. Ça devient un peu une trend, un challenge. Des challenges débiles, on en a vu plein sur internet. Il est pas mal celui-là. Il est quand même haut dans le classement. Ouais. Et donc c'est pour ça que ça explose en ce moment, c'est que on le voit, avec les réseaux sociaux comme TikTok qui poussent toujours à faire plus de vues, plus de likes, toucher le plus de monde possible. Et donc c'est un phénomène qui plaît entre guillemets à regarder. Donc c'est vrai que c'est ce phénomène-là qui touche beaucoup de monde. Certains disent que c'est un peu comme une réaction chimique dans le cerveau. Plus il y a de likes, plus il y a de j'aime, plus on va être tenté de le faire. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, personne n'irait sur un métro en marche. Personne ne prendrait ce risque. Oui. Est-ce que New York a pris des donc dispositions on a plusieurs réactions. Déjà, les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok et Instagram ont beaucoup supprimé de contenu de ce type-là ces derniers jours, justement. TikTok a dit de toute façon, nous on limite énormément les contenus à caractère dangereux. C'est-à-dire que la vidéo elle est souvent traitée par un algorithme et il détecte un peu ce qui se passe sur la vidéo. Donc TikTok est un peu moins touché par ce phénomène. Et c'est surtout pareil. Donc Snapchat qui a dit dès qu'il remarquait l'apparition d'une story ou d'une vidéo de ce type-là, elle était directement supprimée pour limiter la propagation de ce phénomène. Après, Snapchat, c'est toujours le réseau le plus difficile à réguler parce que c'est souvent des échanges privés. C'est entre stories, comme c'est je te dis, compliqué. le but, c'est vraiment de le mettre en story, en public et de le montrer au plus grand nombre qu'on fait cette pratique-là. Les réactions aussi sur la ville en elle-même. Donc déjà on a la police qui rappelle que surfer sur les wagons c'est une pratique interdite. Donc c'est vrai que non mais c'est fou. C'est bien de le rappeler. C'est fou qu'on ait besoin de le rappeler quand même à ce moment-là. Et le maire de la ville, donc il y a un ancien policier, lui il dénonce justement qu'on n'ait pas régulé ces réseaux sociaux avant. Parce qu'il est vraiment, il les considère comme pire que de la drogue, plus addictif que de la drogue, et il comprend pas que quelque chose n'ait pas été fait avant pour justement pour contrer ce phénomène de j'adore les likes, j'adore être vu. Donc il y a une certaine addiction qui se développe tout simplement. C'est ça. Et donc ça c'est aussi, j'ai vu plusieurs témoignages français. Quelqu'un qui disait que pareil il est mal retombé, maintenant il est aveugle et aujourd'hui il regrette complètement son geste parce que c'est des petits défis débiles qu'on se fait entre potes quand on est jeune, et donc c'est vrai que ça peut avoir des conséquences mortelles et à vie. Donc merci pour cette info, et tu me fais une parfaite transition parce qu'on va continuer à parler des réseaux sociaux pour notre débat du jour. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, on va parler des dangers des réseaux sociaux. Le danger, pas des réseaux sociaux, même si on pourrait faire un débat dessus, mais c'est beaucoup plus long. Mais des filtres sur les réseaux sociaux plus précisément. Alors je vous parle de ça parce qu'il y a quelques jours, il y a un filtre qui est sorti sur TikTok qui a fait beaucoup parler parce qu'il est très réaliste, contrairement aux anciens filtres qui existaient où clairement on recevait la vidéo, on voyait qu'il y avait un filtre. Mais lui, il est quasiment imperceptible, et il est là le danger. Est-ce que vous pensez déjà, est-ce que vous avez vu déjà remarquer peut-être une augmentation de l'utilisation des filtres ces dernières années, pas forcément. Oui, c'est vrai qu'on l'a pu le voir parce que les gens ont pu créer leurs filtres maintenant eux-mêmes. Il y avait c'est Snapchat aussi qui a beaucoup développé ce truc-là des filtres, et les gens pouvaient créer un effet visuel ou vraiment créer leur truc par rapport à eux, une marque, donc c'est vrai qu'on a pu repérer cette augmentation. Déjà finalement c'est un phénomène très récent parce que les premiers filtres ont été créés en 2015. Donc à l'échelle d'internet, j'aurais cru plutôt 2010 par là. Les premiers filtres c'est Snapchat en 2015. Donc c'est à partir de ce moment-là, et aussi à partir de ce moment-là, qu'on voit apparaître les influenceurs. Et en fait, aujourd'hui, c'est tellement présent dans nos vies qu'on a l'impression justement ça existe depuis longtemps. C'est un peu ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu aussi un phénomène de génération où peut-être nos grands frères, grandes sœurs ont grandi, mais ils ont vu la création de ça, mais ils sont pas nés dedans. Là où la génération peut-être de nos petits frères, petites sœurs, nos nièces, eux, ils ont vraiment grandi avec ça. Et il y a un peu cette image, tu parlais des filtres, ce filtre-là qui rend un peu le visage parfait et tout ça. Et il y a un peu cette perception de paraître parfait sur les réseaux. Enfin, c'est un peu le problème de cette génération qui grandit avec ça, et ça crée un peu des imaginaires.
C'est exactement ça, c'est que ça crée un imaginaire. Le filtre qu'on a sur nous, on va penser que c'est... bon là, on a un exemple celui-là, il est impressionnant. qui va s'afficher d'un filtre. Et voilà, c'est quasiment imperceptible. Franchement, on peut pas se dire, ah là, il y a un filtre. Non, on peut pas se douter, ouais. C'est impressionnant quand même. Parce que le filtre chien, le filtre arc. Oui, bon, d'accord. C'était mignon. Bon, ok. C'était mignon et on le voyait. Et déjà, on commençait à se poser des questions parce qu'évidemment, c'est pas un débat qui est tout récent. Mais là, voilà, le problème, c'est que évidemment, en ayant la comparaison, on se dit, certes, il y a un filtre. Oui, on le mais voit, si on a juste la première photo, oui, ouais. Mais puis derrière, après, ça crée des complexes aussi pour ces personnes-là qui, pour élargir un peu le débat, après, vont faire de la chirurgie esthétique parce qu'ils ont vu des filtres ou quoi, et ça crée. Alors justement, c'est un problème. Mais ça peut aussi être un côté bénéfique pour ces personnes-là en justement essayant de se cacher leurs complexes et pour plus tard, après, c'est une réalité. Le problème, mais c'est que plus tard, c'est qu'elles se cachent derrière ça, ces personnes-là, peut-être pour se protéger elles-mêmes, mais à un moment, ça va forcément mal se finir, on peut dire. Parce que quand il y a un retour à la réalité, quoi, voilà, tu te dis, en fait, sur mon visage, j'ai des boutons, où tu te vois, tu te dis, ah ouais, j'ai des complexes que forcément peut-être les autres ne voient pas, et c'est un peu ce qui crée le problème, quoi. Évidemment, en fait, pourquoi on utilise ces filtres, c'est pour se sentir plus beau, pour avoir une meilleure version de soi, mais ça devient automatique, et à tel point qu'il y a une étude qui a été menée auprès de 200 adolescents de 12 à 18 ans, et selon cette étude, 80% des adolescents utilisent des filtres quasiment quotidiennement, à chaque utilisation en tout cas des réseaux sociaux. Donc c'est assez impressionnant et surtout ça devient automatique en fait. Mais puis vu que tous les adolescents regardent les influenceurs et que les influenceurs, eux, je pense qu'ils font des stories, Instagram ou n'importe quel réseau social utilisent des filtres, je pense que c'est lié. Alors c'est justement la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous pensez que les influenceurs ont une part, ou un rôle à jouer quand même dans la prévention Je pense même qu'un jour il va falloir encadrer ça de manière assez sérieuse parce que ça devient un peu entre. On parlait tout à l'heure des trucs de problèmes de chirurgie esthétique, on parle de ça. Il y a un vrai problème sur les influenceurs, sur l'influence qu'ils ont sur. Ça dépend du type sur certaines générations. Après, c'est comme toujours, mais c'est surtout les influences sur la beauté ou sur. Le bien-être, le soi, on prend soin de nous, le sport. C'est vrai que là, il faudrait vraiment une régulation. On ne peut pas jouer avec la santé des gens, donc il faut que ce soit vrai, quoi. Et à chaque fois, c'est dommage parce que les filtres, ça va toujours dans le même sens. C'est soit pour qu'on rigole, et c'est soit sinon pour cacher tous les défauts apparents. Donc c'est vrai que c'est dommage. Vas-y. Récemment, il y a aussi Selena Gomez qui a mis après c'est peut-être ça sort un peu du cadre du filtre, mais qui a posté une photo d'elle sans filtre, sans maquillage, et qui a reçu beaucoup de likes pour montrer que même les stars ont un côté qui leur plaise pas trop, plus naturel, se montrer au naturel pour. Mais il y a cette. Alors j'allais vous en parler de la trend justement du no filter, ou des photos au réveil. Body positive, comme voilà, ça. Positive. Mais je vous en parle juste après. D'abord, je lis un peu les commentaires. Dorian nous dit le filtre, c'est un peu comme le nouveau maquillage. C'est vrai. Un peu vrai. Le but, c'est d'embellir, mais le maquillage, au contraire du filtre, il va pas déformer les traits de votre visage. Parce qu'un filtre, il peut raccourcir votre front, rétrécir votre nez, agrandir vos lèvres. Le maquillage, il va juste changer un peu les aspects de votre visage, mais sans vraiment la forme la changer entièrement. Ficelle qui nous dit encore plus dangereux chez les ados en pleine construction de leur identité. C'est vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'étude qui a été réalisée entre les 12-18 ans, c'est vraiment la phase de construction. Et donc, on revient sur ce que tu disais, les trends de no filter, les photos au réveil, etc. Est-ce qu'au final, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour contrer un peu la mode des filtres, ou ça a un effet finalement négatif ? Mais je pense qu'il faut un peu démystifier ce côté très Instagram où tout est parfait, tout est beau, et on voit de plus en plus d'influenceurs qui font... Alors, parfois, c'est un peu aussi à double tranchant, mais qui font ces discours de regardez, ça c'est moi, sans maquillage, le matin quand je viens de me réveiller. Ça peut parfois aider aussi à être plus naturel et plus sans filtre pour le coup, de comment on est au quotidien, et que justement le quotidien d'une personne, c'est pas d'être tout le temps maquillé, tout le temps avec des filtres, et que parfois tu te réveilles le matin et t'as une tête dégueulasse, quoi. Mais après le truc, c'est que là où je vous posais cette question, c'est que c'est vrai que souvent on voit ce no filter challenge, mais c'est des célébrités qui ont
déjà qui ont beaucoup de soins, qui ont déjà qui ont les produits. On n'est pas tous égaux face à la cosmétique. Même sans filtre, ils ont déjà tout ce qu'il faut derrière pour assurer le minimum. Donc en soi, elles font no filter, je viens de me réveiller. Excusez-moi, mais la coiffure. Oui, voilà, c'est un peu à contre. Ils font tout pour que le plus possible, ils aient rien à faire sur leur corps, et donc c'est vrai que pour eux, le no filter, ça a pas la même. Ça n'a pas le même sens que quelqu'un qui pratique pas la chirurgie esthétique ou qui prend pas autant soin de lui ou de sa peau que eux, que les influenceurs. Et donc finalement, pour un peu terminer, finalement, est-ce qu'on devrait encadrer tout simplement la pratique, l'utilisation des filtres ? Ça me paraît très compliqué d'encadrer ça parce qu'en soi, qu'est-ce qu'on pourrait ressortir de négatif dans ça pour vraiment encadrer ? Par exemple, TikTok, ça pourrait être encadré par rapport, comme a dit tout à l'heure Mathias, sur des choses vraiment néfastes pour la société, qui vraiment entraînent des morts ou autres. Mais là, alors, quand même, les filtres ont créé un problème de dysmorphophobie. Alors normalement, déjà, ça avait créé le problème de dysmorphie. Donc la dysmorphie, je vais vous expliquer tout. La dysmorphie, c'est d'abord le problème d'accorder trop d'attention à un défaut de son corps ou de son visage. Et ça peut être un défaut tout simple, un bouton, une ride, des complexes qu'on se voit alors que les autres ne le voient pas en général. Donc, souvent les complexes, c'est ça. C'est le principe des complexes, mais c'est surtout d'apporter vraiment énormément d'attention dessus. Et la dysmorphophobie, c'est la peur de justement retrouver des complexes sur soi. Ça va encore plus loin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, plutôt que d'affronter ces complexes, on va automatiquement utiliser des filtres pour ne pas les affronter. Et aussi, tu le disais tout à l'heure, qu'il y a un côté addictif avec les réseaux sociaux. Et il y a une étude aussi qui a été menée et qui prouve que l'utilisation des filtres, ça active le même réseau de récompense qui est activé quand vous fumez, quand vous buvez de l'alcool. Enfin, les mêmes réseaux d'addiction, en fait. Et comme c'est finalement très facile, on a juste à allumer notre téléphone, mettre un filtre, ça peut devenir une addiction. Et je crois que sans rien, juste la caméra qu'utilise Snapchat déjà déforme un peu les traits de notre visage. Je crois que le menton est un peu moins grand, le front aussi, et donc c'est vrai que c'est fou que juste quand on ouvre Snapchat, c'est juste donc le fait de prendre un selfie déjà, sans le savoir, il y a déjà un filtre entre guillemets qui est appliqué sur le visage. Et alors il y a un problème justement avec ce filtre-là et ces standards de beauté. C'est qu'ils sont racistes pour le coup, parce qu'ils sont basés sur des critères de beauté occidentaux. C'est-à-dire un nez fin, un ton de chair plutôt clair. Ouais. Et donc pour les personnes qui rentrent pas dans ces standards occidentaux, même s'ils appliquent un filtre sur eux, ils vont avoir la peau éclaircie, le nez affiné, alors que c'est pas du tout ce à quoi ils doivent ressembler. Et puis les critères de beauté, ils changent en fonction de tous. Donc ce filtre-là qu'on vient de voir, il marche peut-être pour la personne qui veut vraiment l'utiliser, mais il englobe pas toute la population et tous ceux qui souhaiteraient l'utiliser. Mais du coup, là, il y a vraiment un côté discriminatoire, en fait. C'est le goût et les couleurs de chacun, mais après, le problème, il peut être résolu, j'imagine, par les réseaux sociaux eux-mêmes qui pourraient potentiellement limiter le nombre de filtres, par exemple. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est compliqué par les utilisateurs de... Pour répondre à la question, c'est oui, l'encadrer, mais en fait, comment ? Parce que supprimer les filtres complètement, les gens, ils vont plus utiliser les réseaux sociaux. Supprimer quelques filtres à la limite, utiliser avant les filtres. Tu utiliseras ailleurs, mais oui, tu l'utiliseras d'une autre façon. Mais je sais pas, l'encadrer, oui, mais je sais pas comment en fait. Ou alors déjà en parler plus et de manière plutôt honnête, parce que les influenceurs et sensibiliser là-dessus. Ouais. Voilà, c'est pas la meilleure sensibilisation qu'on ait connue. Ah bon. Mais il y a un réel problème en tout cas chez les jeunes qui arrivent. C'est pour ça qu'on l'observe pas directement aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, je parlais de dysmorphophobie et dysmorphie. Les personnes atteintes de dysmorphophobie, il y a vraiment des troubles psychologiques. Ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer de l'angoisse, etc. Et là, donc, ça rentre dans le psychologique, c'est plus compliqué. Et c'est des problèmes qu'on va voir évoluer dans les prochaines années. Parce que j'allais dire, c'est la génération qui grandit avec. Donc, la génération qui grandit avec, dans 10 ans, ça va être beaucoup plus dévastateur. La génération qui a déjà un peu de recul parce qu'elle est majeure au moment de la sortie des filtres ou à la fin de son adolescence, ça va, on arrive à prendre du recul et on sait que c'est une image vraiment fantasmée de nous, etc. Mais quand on a grandi comme ça, c'est vraiment difficile. Puis parfois on va passer des posts de personnes âgées, de parents, grands-parents qui mettent des filtres aussi, donc je sais pas si c'est vraiment une question de... On verra si... C'est ça.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre interaction dans le chat et merci pour votre débat. Je vais mettre la question dans le chat et en attendant, je vais lire un petit peu les réponses du chat par rapport au débat pour qu'ils puissent répondre en même temps et que vous sachiez pas la question. On regarde pas de triche. Donc dans le chat, on nous disait encore plus dangereux chez les... Non, ça je l'ai déjà lu. L'appli Biril permet de lutter contre les feeds sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Ça c'est Il vrai. n'y a pas de filtre sur Biril pour le coup. Sur Biril, Il y a pas de filtre. vrai. C'est le moment. Ok, ouais. C'est l'instant T. C'est l'avantage de... Et justement, on retourne peut-être vers un peu cette volonté de paraître naturel parce que Biril, ça a un grand succès pour le coup. Et c'est sur C'est un peu l'instant l'alternative de T. TikTok. Et voilà, ça lutte contre les fils parce qu'on peut pas mettre de fils sur son photo et ça lutte aussi sur quand souvent l'angle de vue et quand on veut se prendre en photo, on est toujours bien, on se prépare, on prend pas une photo. Donc là vraiment c'est donc le but du jeu, c'est vraiment de prendre la photo au moment où on reçoit la notification et de montrer comment on est à l'instant T, quoi. Même Twitch ou par exemple ou YouTube, il n'y a pas de filtre. Alors YouTube, on peut quand même YouTube, retoucher un peu sa vidéo les en images, post-production. Mais c'est vrai que Twitch, là, pour le coup, il n'y a aucun filtre. Hein. Peut-être que vous le voyez, mais il y a de aucun très beaux filtres. Sûrement déçu. Je lis un dernier. Oui, il y a Thibaut en régie me fait un petit signe de la main. Il y a un filtre, mais de couleur, mais en tout cas qui va pas déformer notre visage. C'est ça qu'on voulait dire. Je vais vous lire directement la question. Je sais pas si ce sera à la rapidité ou pas. Je sais pas si vous l'avez, mais on parlait de la réforme des retraites. Je vais commencer avec ça. Quel est le premier ministre ou la première ministre qui a le plus utilisé le 49 ? Michel Rocard. C'est trop rapide. Ok, le mec est champion du 49-3. Est-ce que suspense, pardon. Je les laisse répondre ? Non, il est trop chaud. Et effectivement, c'est Michel Rocard. Est-ce que tu sais combien de fois il a utilisé ? Alors j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est pas une quarantaine ? Non, quarantaine quand même pas, mais 28 fois. 28, ouais. 28 fois. Et ensuite, en deuxième position, on a Elisabeth Borne. Donc, elle est deuxième déjà ? Elle est déjà deuxième. C'est vrai qu'elle en a utilisé 9 là, sur la loi du budget. Donc, voilà, et ça fait c'est le 11e 11 au total. Parce que c'était la 11e. Et d'ailleurs... C'est le 100e 49.3. Exactement, c'est le 100e 49.3 de la 5ème République. Et en troisième position, c'est Edith Cresson. Donc la première. J'aurais pas dit qu'elle. Avec 8. Je me souvenais pas qu'elle avait. A utilisé 8 fois. Mais depuis 2008, pourquoi ça a vraiment diminué entre 28 fois par Michel Rocard et 11 fois par Elisabeth Borne ? Parce que depuis 2008, c'est quand même beaucoup plus limité l'utilisation. Oui, c'était Sarkozy qui avait changé ça, de le réutiliser. C'est toute la réforme constitutionnelle en fait. Si on faisait ça aujourd'hui, je crois que ça passerait pas. 28 fois, je pense que là déjà. Quand on voit hier soir comment c'était tendu. Déjà hier là, ça a tout cassé donc. Allez, j'ai mis la deuxième question dans le chat. Et dans le chat, on nous avait dit Chaban Delma, peut-être, Borne. Et Borne, c'était deuxième. Vous dites, c'est presque. C'est bien tenté. Allez, je vous l'ai dit. Dans le chat, je pense qu'on l'a pas. Quel projet énergétique extrêmement polluant a été dévoilé par Joe Biden cette semaine ? Le projet AUKUS ? Alors non. C'est un projet en Alaska de. Ça, c'est un projet militaire. En Alaska, alors c'est de l'exploration pétrolière non ? C'est ça. C'est pétrolier. C'est un forage pétrolier. Désolé. On n'est pas au rendez-vous. Hein. Bon, on va repartir. Ouais. C'est une exploitation pétrolière en Alaska. La gorge qui gratte. On est tous malades, ça. Avait pourtant promis, Joe Biden avait promis. Ça va passer. On le laisse boire un petit peu. En attendant, on va meubler, comme on sait très bien le faire sur Twitch. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire ? En fait, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai vu juste passer l'actu qu'il y avait une histoire en Alaska d'exploration pétrolière et que ça faisait un peu scandale au niveau de l'environnement. Voilà, j'attends juste qu'il finisse sa gorgée pour meubler un petit peu. Et moi j'ai dit AUKUS parce que vu que c'était sur des sous-marins à propulsion nucléaire, je me suis dit que peut-être c'était une aberration. Merci de m'avoir sauvé, d'avoir comblé en attendant que je bois un petit peu d'eau. Donc je parlais d'une exploitation pétrolière en Alaska. Il avait pourtant promis de ne faire aucun forage sur les terres américaines, mais finalement ça se fera. Et ça va rejeter l'équivalent des émissions de CO2 de 2 millions de voitures supplémentaires. D'accord. Enfin, c'est sur, sur la période, oui, ok. L'utilisation de en 1 an, ce sera. En fait, c'est vraiment l'équivalent de 2 millions de voitures. Okay. Après, en 2 ans, ce sera donc l'équivalent de 4 millions de voitures, etc. Okay. Ouais. C'est vrai que c'est pas top. Alors, pour la prochaine question, je vais la mettre dans le chat.
2 On va millions. essayer d'être meilleur cette fois-ci. Hein. Ouais. Ouais, je laisse un peu de temps. Ouais, laisse-nous un point chacun. Franchement, on ne demande rien, c'est bon, t'as gagné. Je crois qu'il reste 3 questions, une pour chacun peut-être. Il va prendre les 5. Et pour la prochaine question, je vais vous demander d'être vraiment attentif sur l'intitulé de la question, sur les mots qui ont été employés. Parce que sinon, vous allez être piégé. Induit en erreur. Ça y est, il y a des pièges maintenant. Est-ce que dans le chat, on l'a? Et le chat, il faut aussi être attentif aux termes de la question. Termes. Donc, quelle entreprise a sorti une nouvelle version de son chatbot? Attention. Oui, quelle entreprise? OpenAI. Boston. Et j'allais dire OpenAI, mais ça appartient. Boston Dynamics, c'est la robotique. Et OpenAI, c'est l'intelligence artificielle. Ok. Et donc, après le moteur, ça vous l'avez peut-être. Microsoft. Non. J'allais dire si le c'est pas nom du Microsoft. chatbot. ChatGPT4. ChatGPT4, Ah oui, ok. Ouais. Exactement. Donc voilà, c'est ça que je voulais pas entendre, c'était pas ChatGPT, mais l'entreprise donc OpenAI. Donc OpenAI a sorti ChatGPT 4. En fait, c'est toujours ChatGPT, mais c'est GPT-4, le modèle de langage qui a été amélioré et qui est capable aujourd'hui d'analyser des images, de réaliser des tâches plus complexes et d'écrire des textes plus longs et plus précis. Mais bon, c'est déjà critiqué, donc... Mais j'ai vu quelque chose d'assez fou, ils ont fait tester l'examen des avocats des États-Unis à ChatGPT et il a réussi à 90% les examens juste à sa sortie, comparé à ChatGPT qui lui passait juste ou qui n'avait pas du tout les réponses à toutes les questions. J'ai l'impression que là c'est pareil, on entend tout et rien dans le sens où parfois il fait des trucs incroyables et parfois il se trompe mais pour un truc basique, donc ces IA c'est un peu c'est bizarre comme ChatGPT 4 est relié à internet, donc maintenant il va pouvoir vraiment puiser. Ouais, c'est ça, ils analysent tous les textes, il a mangé je sais pas combien de pages Wikipédia pour attention aux idées un peu complotistes qui pourraient du coup se mêler peut-être à ça. Alors je crois que justement il avait encadré mais c'est très encadré pour les idées complotistes. J'avais essayé de le piéger, impossible, parce que sur ce genre d'idées il y a vraiment une cellule de vérification et qui est là pour éviter justement de faire dire des choses complotistes ou d'affirmer des thèses complotistes. Je passe directement à la prochaine question parce que pendant que vous débattiez un peu, je l'ai mis dans le chat. C'est pour ça, on te laisse. T'as la pression, Alexis. Je la bois. Tu bois la pression. Alors celle-là, je sais pas si vous l'avez, mais j'ai terminé avec 2 questions un peu plus positives. Comment s'appelle le premier danseur noir à être nommé étoile de l'opéra de Paris? Je l'ai pas. Noah. J'ai vu là. Non. Simon Loa. Non. Mais si. Il y a pas un Simon, il y a pas Simon quelque chose. Non, Je l'ai vu y a dans pas les Simon. 5. Je l'ai vu dans. J'ai vu l'actu mais j'ai pas le nom. Il a 24 ans, mais oui. Oh là là. Je viens de le voir. Vraiment, c'est la dernière actu que j'ai vue. Aïe, mais c'est pas. J'ai vu passer l'actu mais j'ai pas le nom. C'est pas Noah? Loa? Non, ni l'un ni l'autre. Y a pas Oa? Non, pas du tout. Vraiment, il y a. C'est pas Nicolas? Oh non, c'est pas tragique. Nicolas. Je peux regarder? On peut tricher ou pas? Je vous la donne. En plus, je sens que je l'aurais pas, un peu. Les 5 bonnes nouvelles de la semaine. Guillaume Diop. J'avais, voilà. Tu l'avais pas? Mais si, mais je sais pas pourquoi j'avais un nom en tête. Donc Guillaume Diop, ça a été le premier danseur, noir, a été nommé étoile et c'est la plus haute distinction de l'opéra. Et en plus, c'est assez rare, ça a été fait que 3 fois dans l'histoire de l'académie. Il a été rendu étoile sans passer par la case premier danseur, qui est le grade en dessous. Donc vraiment directement. Il a fait surclasser. Voilà, c'est ça, il a été surclassé directement. Et donc c'est à l'issue d'une représentation de Gisèle, c'est un ballet romantique à Séoul. Et en 2020, il avait signé un manifeste pour dénoncer la discrimination raciale dans l'institution, parce que justement, il n'y avait jamais eu de danseur étoile noir. Et 400 salariés avaient signé quand même. Ah oui. Donc il y a un peu de changement là-dessus, ouais. J'espère juste pour lui qu'il y aura encore d'autres. Ouais, que ça va se populariser un petit peu. Donc c'était pas Simon. Non, c'était pas Simon, c'était pas. Il n'y avait pas de Simon. Non, il n'y avait pas de Simon ni de Noah. Vraiment, les 5 bonnes nouvelles de la semaine, je les ai regardées juste avant en plus. Allez, c'est la dernière question. C'est là où il faut marquer un peu des points. Si tu as regardé les bonnes nouvelles de la semaine, peut-être que tu l'auras aussi parce que c'est une bonne nouvelle. Quelle coupe du monde écologique va naître au Japon? Alors là, une coupe du monde écologique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en écologie en coupe du monde? Ramassage de déchets. Exactement. C'est ça? C'est ça. C'est la coupe du monde de collecte des déchets. Ce sera des équipes de 3 personnes qui vont devoir récolter tout simplement le plus rapidement possible le plus de déchets dans une zone limitée. Et donc ça va être créé au je l'ai Japon. dit au pif. C'est pour sensibiliser les gens
tout simplement. Et ce sera au Japon. C'est un speedrun. Ils vont Alors, ce ramasser sera au au Japon. Japon pour la première édition. Ensuite, on ne sait pas. Il faudra voir si l'édition a eu du succès ou pas. Et ce serait bien que ça. Ce qui serait bien, c'est Parce qu'ils qu'ils vont- s'occupent des zones les plus polluées. Ce que j'allais dire, ils vont dans Ouais. des endroits pollués, ils vont Mm. enlever tous les déchets. Ils font pas. Tu es dans un hangar, ils te Oui, mettent non, bien sûr. 5 Oui. mètres carrés de déchets, tu les ramasses le Non, plus non, vite possible. non. Faudrait J'espère vraiment que que ce c'est Ils vont soit dans un des bien endroits sûr naturels, présent. quoi. Et faudrait dans vraiment le que chat, ce on soit l'avait effectif. Arthur qui nous met collecte des déchets. Bravo. Du coup, le chat aussi l'avait. Ah, bah, je- Bravo le chat. Bravo le chat. Vous êtes Et meilleurs pour le bravo chat. à tous quand même sur le plateau. Il y a eu quelques points qui ont été marqués. C'est pas mal du tout. Même si t'as pas eu le danseur étoile. Non, Je suis franchement, désolé. je suis anéanti là. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir encore. Et je vous rappelle, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, toute la nuit. On passe la nuit de 19h à 7h du matin en live, sans arrêt. Il y aura de la culture, du sport, la soirée de l'info. On a un créneau de 2 heures, les Oh là amis. là là. Ça va être On va génial. se régaler. On leur dit Ouais, bonne on soirée. peut le- Bonne soirée, merci Allez, bonne beaucoup. soirée. Ciao, ciao.